Bonjour à tous. Je pense qu'on va bientôt pouvoir commencer. On a déjà pas mal de participants. Je pense que tu peux y aller, Emma. Ok, pas de problème. Bonjour à tous. Donc, merci d'être présents à ce webinaire Privacy organisé par 55. L'objectif du webinaire, c'est de vous présenter nos dernières recommandations avant l'échéance du 31 mars imposée par la CNIL, mais également de parler de l'après 31 mars, puisque le marketing digital ne va pas s'arrêter à l'issue de cette date. Donc, on va essayer de balayer tous ces sujets ensemble. Alors, j'essaie juste. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis accompagnée de Charles Duenas, qui fait partie de l'équipe expertise et innovation chez 55. Je te laisse te présenter, Charles. Oui. Donc, en effet, je suis partie de cette équipe, plus particulièrement sur les sujets privacy. Et donc, on est en contact avec les éditeurs de solutions, avec un rôle de veille et de conseil aux équipes de consultants sur les sujets techniques ou innovants. Top. Et moi, Emma, je fais également partie de la Task Force Privacy chez 55. Donc, on accompagne nos sujets sur tous les problématiques privacy du moment. Mais je fais également partie de l'équipe conseil média. Donc, j'accompagne les clients sur toutes ces problématiques plus opérationnelles autour du média. Donc, la manière dont va se dérouler le webinaire aujourd'hui, on va d'abord vous présenter brièvement 55, vous rappeler qui nous sommes. Ensuite, on rappellera le contexte actuel et les différents enjeux, avant de vous présenter nos 3 grandes recommandations pour aborder sereinement nos comptes à rebours de la CNIL avant le 31 mars. On fera également un focus sur la gouvernance data, qui pour nous, en fait, est une assurance de bonne conformité dans le temps. Et enfin, on s'attardera sur la mesure de demain et les différentes pistes à explorer pour garantir la performance dans le temps et à l'issue du 31 mars. Donc, juste pour information, vous avez la possibilité de poser vos questions directement dans le chat. Donc, on essaiera d'y répondre au fur et à mesure du webinaire. Et si besoin, si vous souhaitez nous communiquer vos avis ou demander la présentation, on va également envoyer dans le chat le lien qui est juste ici pour pouvoir vous transmettre la présentation à l'issue du webinaire. Donc, je vous propose de démarrer. Donc, 55, on est un cabinet de conseil spécialisé dans la data. On aide nos clients à exploiter leurs données, principalement à des fins marketing. On a été créé en France il y a un peu plus de 10 ans aujourd'hui par 4 anciens de Google. Et aujourd'hui, 55, c'est 8 bureaux dans le monde, donc répartis aux 4 coins sur les différents continents. On a un peu plus de 300 employés répartis parmi ces différents bureaux, mais principalement localisés donc, à Paris. On est certifié sur les principales technologies du marché, donc analytics, médias, mais également partenaire des solutions privacy. Et aujourd'hui, nos clients sont principalement des grands groupes, mais également des pure players ou encore des régies médias. Et on accompagne nos clients sur principalement 4 offres, du conseil en stratégie, des problématiques liées à l'architecture data, également du conseil média, mais aussi tout ce qui va traiter de l'amélioration de l'expérience client. Au niveau du contexte, donc aujourd'hui, si on parle quand on parle en fait de collecte de cookies collectés, on constate sur le marché 3 grandes contraintes. D'abord, une contrainte comportementale qui est aujourd'hui en fait liée aux utilisateurs directement, qui mettent en place des adblockers sur leur navigation. Et aujourd'hui, si on devait illustrer ces contraintes comportementales avec une statistique, il faut savoir qu'un tiers des Français mettent en place des adblockers sur leur desktop. Ensuite, on constate des contraintes technologiques,
qui sont aussi imposées, qui sont ici imposées donc, par les navigateurs et les systèmes d'exploitation. C'est le cas notamment donc, avec Safari et Firefox, mais également Apple avec la dernière mise à jour iOS 14. Et enfin, donc des contraintes réglementaires qui sont aussi ici imposées donc, par la CNIL, notamment avec cette dernière ligne directrice publiée le 1er octobre dernier, et qui impose en fait une collecte du consentement explicite des utilisateurs. Donc ici, aujourd'hui, on constate un taux d'acceptation des cookies entre 50 et 80% pour les acteurs qui ont déjà mis en place des tests et tenté d'optimiser leur UX. Donc, il faut savoir que ces trois contraintes sont cumulatives et c'est la raison pour laquelle on a une perte de la qualité et de la quantité des cookies collectés. Donc, au regard de ce contexte-là, nous, aujourd'hui, on a trois grandes recommandations à vous partager pour aborder l'échéance du 31 mars 2021. Donc, pour rappel, le contexte réglementaire donc, de la CNIL, les lignes directrices de la CNIL vont concerner tous les types de traceurs, donc web et applications mobiles. Elles stipulent également la nécessité de collecter un consentement explicite et la nécessité pour l'utilisateur de pouvoir refuser ou accepter aussi facilement la collecte de ces données. Donc, au regard de ce contexte-là, nous, on estime qu'il faut mettre en place trois grandes bonnes pratiques, notamment déployer une consent management plateforme pour avoir une gestion industrielle de son consentement, mais aussi optimiser son UX du bandeau de cookies, et enfin et surtout ne pas négliger les applications mobiles. Donc, on va rentrer dans le détail de ces trois grandes bonnes pratiques. Donc, concernant la mise en place d'une consent management plateforme, aujourd'hui, trois grandes idées à garder en tête. D'abord, définir un cadre juridique, puisque, en fait, à terme, les équipes métiers vont de plus en plus solliciter les équipes juridiques. Donc, il y a une nécessité de rassembler ces équipes pour qu'elles puissent échanger ensemble, définir les risques et ensuite arbitrer sur les règles à mettre en place et à appliquer. Ensuite, il y a un enjeu d'audit et de nettoyage, c'est-à-dire qu'il faut en fait catégoriser les différents types de traceurs aujourd'hui en place sur le web et sur les apps mobiles pour comprendre les différentes finalités marketing. Et enfin, avoir un suivi du consentement de bout en bout, c'est-à-dire qu'on va, aujourd'hui, on a trois grands outils qui vont échanger ensemble suite à la collecte de données, la CMP, le TMS et l'outil Analytics. Et donc, il y a un enjeu de rendre fluide le parcours de collecte du consentement entre ces trois outils. Concernant les problématiques autour de l'UX et du consentement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché qui ont déjà mis en place des tests avant l'échéance du 31 mars 2021. Si vous n'avez pas encore mis en place de tests sur les bandeaux de cookies, ce n'est pas grave. Le principal, nous, ce qu'on vous recommande, c'est de les mettre en place. Il est important de les mettre en place avant l'échéance. Et pour ça, nous, on identifie plusieurs bonnes pratiques aujourd'hui sur les tests menés avec nos clients, notamment le fait de se concentrer et de concentrer les efforts en fait sur le niveau d'information. En jouant en fait sur la position du bandeau, la position des boutons, les langages, la mise en place d'un layout, toutes ces différentes variantes possibles. Et aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est ce qui fonctionne le mieux en tout cas, c'est de mettre en place ce format qui a été validé par la CNIL puisqu'il est présent dans ses recommandations, dans ses textes de recommandations, avec un bouton « Continuer sans accepter ». Et ici, on constate un taux d'opt-in allant de 65 à 75%. Une fois l'échéance du 31 mars passée, je pense que vous en avez tous conscience, l'A/B testing sera soumis donc au consentement de l'utilisateur. Donc pour nous, il y a deux grands enjeux majeurs, notamment en fait de maintenir le taux de consentement élevé
après l'entrée en vigueur des réglementations. Et ça passe notamment en fait par une mesure au fil de temps de cet indicateur et également de trouver des nouveaux protocoles de test sans traceur qui vont notamment émerger directement via des fonctionnalités au travers des CMP du marché. Enfin, donc concernant les applications mobiles, donc avant le 31 mars, pour nous, en fait, on a plusieurs enjeux. D'abord, on recommande d'homogénéiser le stack outil et de déployer en fait la même CMP sur le web et sur l'app. Ensuite, et surtout, de ne pas négliger la mise en place des console management platforms sur app, puisque on constate en fait une complexité sur l'implémentation app versus web, notamment liée en fait à la charge de déploiement d'un module de consentement sur l'app. Et enfin, de concentrer les efforts de testing sur mobile web pour appliquer en fait comme première optimisation cette UX-là directement dans les apps. Et on a aussi voulu faire ici une petite piqûre de rappel avec le contexte iOS, et Apple. Donc, pour rappel, Apple impose des contraintes technologiques, notamment avec le fait de devoir compléter ces informations dans le store, mais aussi avec la collecte de l'IDFA. Et donc, il faut bien avoir en tête que ces deux éléments n'excluent pas la collecte du consentement de l'utilisateur directement dans les apps. Donc, ce sont 3 niveaux de collecte de consentement qu'il faut bien mettre en place. Après le 31 mars, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que l'ensemble des efforts de testing sont mis en place sur le web principalement. Mais il y aura en fait un enjeu de tester et d'optimiser les parcours directement dans les apps pour les rendre plus intuitifs et inciter à la collecte de consentement donc sur les parcours mobiles, mais surtout de maximiser les taux directement dans les apps. Donc ici, ce qu'on recommande, c'est surtout de se doter d'un outil qui est adapté en fait à l'univers applicatif pour pouvoir faciliter la modification des différents écrans, des fronts. Et enfin, de capitaliser sur les capacités offertes directement en fait, par les applications pour pouvoir rendre les expériences plus fluides au maximum. Donc ensuite, on va évoquer le sujet de la gouvernance data, qui pour nous en fait est un moyen d'assurer une bonne conformité dans le temps. Donc Charles, je te laisse prendre la main sur ce sujet-là. Oui, très bien. On avait juste quelques questions du coup, sur cette première partie. Alors, que je n'ai pas comprise totalement. Alors, il y en a une qui était pour le coup plutôt claire sur la question de savoir s'il était possible de conditionner l'accès au contenu d'un site à l'acceptation des trackers. Donc, c'est ce qu'on appelle les pratiques de cookie wall. Et donc, la CNIL initialement pensait interdire ces pratiques. Ça a été retoqué par le Conseil d'État. Et donc, dans la dernière version des textes, il est dit que la légalité de ces pratiques sera jugée au cas par cas. Donc, pas impossible, mais de la prudence dans la légitimité de ce type de dispositif. Je regarde s'il y a d'autres questions. Donc, il y avait une question sur la source des chiffres auxquels j'ai répondu dans le chat. Ah oui, et je vois qu'il y a quelques questions qui sont dans le chat et non dans la fenêtre de questions de Q&A. Donc, les chiffres de taux de consentement qu'on avait affichés, Emma, est-ce que tu peux dire un petit peu comment est-ce qu'on les avait recueillis? Oui, alors, donc les données de taux de consentement recueillis, c'est surtout un benchmark en fait des différents tests qu'on a pu mener avec nos clients directement. Voilà. On parle des benchmarks de bandeaux? Oui. Ouais, oui. C'est ça, effectivement. Ok, très bien. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Et donc, pour passer à la partie suivante, une fois que vous aurez mis donc en place toutes ces bonnes pratiques en termes de compliance autour du tracking
et en parallèle de l'optimisation du taux de consentement que vous pouvez mettre en place, il faut bien se dire que voilà, tout ne s'arrête pas au 31 mars. La collecte va continuer à vivre et à évoluer. Les règles également en termes de consentement vont évoluer certainement alors en France et dans d'autres pays. Et donc, pour maintenir un écosystème compliant, on pense qu'il y a 3 bonnes pratiques, ou plutôt 3 axes sur lesquels travailler: l'automatisation, les processus et les équipes. Sur l'automatisation, on va dire que l'enjeu ici, c'est que le régulateur vous dit qu'il faut être compliant en tout moment. On n'a pas le droit à quelques jours de compliance. Or, vous avez peut-être beaucoup de sites, beaucoup de pays ou d'organisations ou d'entités, ou même peut-être que vous avez un seul site avec beaucoup de tracking ou un tracking qui change tout le temps. Et donc, pour vraiment avoir un taux de compliance maximal, on pense que l'automatisation est vraiment un must-have. Quand on parle d'automatisation ici, on parle d'automatiser les checks de tracking et les checks de données dans les outils pour vraiment s'assurer que tout respecte bien le consentement de l'utilisateur, à nouveau, comme le disait Emma, de bout en bout. Donc ça, c'est le premier axe. Le second, c'est de se dire que même si on a des alertes automatisées sur le tracking, il vaut quand même mieux prévenir que guérir. Et comme les données à la fin vont se retrouver dans des outils utilisés par des personnes, la réponse ne peut pas être que technique. Et donc, d'après nous, il y a un certain nombre de processus à revoir et à mettre en place pour s'assurer que dès le début, l'utilisation et la collecte est compliant. Et attention, il ne faut pas voir ça comme un peu une épine dans le pied. À l'inverse, ces processus, donc, non seulement en plus d'assurer la compliance, peuvent vous assurer une qualité de données qui sera meilleure, et donc voilà, quelque chose qui est bénéfique pour le business, mais aussi il y a un certain nombre de moyens d'automatiser ces processus. On va détailler juste après. Et alors, avec des bons outils automatisés et des processus autour de ces outils, tout ça, il faut que ce soit utilisé par des personnes. Il faut qu'il y ait des personnes accountable de la qualité et de la compliance de la donnée. Et donc, un des grands enjeux, d'après nous, en ce moment très particulier qui réunit beaucoup d'équipes autour des sujets privacy, c'est vraiment de revoir sa gouvernance. Et donc, pour cela, plusieurs choses. Alors, historiquement, il y a un enjeu de training. Historiquement, les équipes marketing ont souvent été formées aux enjeux légaux. Et c'est très bien, il faut continuer à le faire parce que les textes ont changé. Mais ce qu'on voit de plus en plus intéressant également, c'est donc de former les équipes légales aux enjeux techniques, data et business. Pourquoi? D'abord pour qu'elles comprennent les enjeux business derrière l'interprétation des régulations qu'elles peuvent faire et qu'elles vous aident à trouver le juste milieu et qu'elles puissent bénéficier d'une flexibilité de la régulation lorsqu'elle existe. Mais aussi parce que ces équipes légales vont devoir faire un certain nombre de tâches, valider un certain nombre de designs, de contrats. Et donc, c'est très important qu'elles comprennent toute la chaîne de valeur de la donnée pour mieux travailler avec vous. Donc ça, c'est un premier point sur le training. Et donc, il y a un second point que l'on voit chez pas mal de clients. Aujourd'hui, souvent, la compliance est gérée par telle équipe et on a tendance à pas trop remettre ça en cause. Or, aujourd'hui, on voit que comme les enjeux deviennent de plus en plus critiques et qu'on n'a pas le droit, entre guillemets, à l'erreur autour de ces sujets de compliance, il faut peut-être se reposer la question de qui est le plus approprié pour gérer, par exemple, des sujets de pose de tag, de vérification de conformité de collecte. Et pour à nouveau faire vivre ça dans le temps, aujourd'hui vous aurez remis en place la compliance autour de votre collecte actuelle, mais celle-ci va évoluer. Et donc on pense que la mise en place d'instances, de comités juridiques et data qui reverraient dans le temps l'utilisation des données et aussi arbitraient sur des nouvelles utilisations de données, on pense que ça c'est vraiment quelque chose de clé. Pour donner un petit peu de concret à ces 3 axes. Si tu peux passer sur la slide. Ouais, j'ai un peu de mal. Il y a un temps de la... Sur l'automatisation, tout d'abord, alors vous le savez peut-être déjà bien, il existe un certain nombre de trackers des sites web, soit directement disponibles dans les content management platforms, soit des scanners ad hoc qui vous permettent d'avoir un statut sur l'ensemble des cookies qui sont déposés sur vos sites web. Donc ça, c'est très bien pour avoir un statut global et peut-être découvrir des pages ou des cookies dont vous n'aviez pas connaissance.
Et notre conviction en termes d'automatisation, c'est de donner des choses les plus actionnables possibles aux métiers qui vont les utiliser. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des projets de data quality, de monitoring de la data quality, mais ce qui peut être assez embêtant souvent, c'est qu'on se retrouve avec un rapport assez long à analyser, et entre le moment où on a reçu l'alerte et le moment où on sait quoi faire, il peut se passer plusieurs jours, et donc en l'occurrence plusieurs jours de non-compliance. Donc, notre recommandation là-dessus, c'est que donc, sur tout ce qui est automatisation, il faut essayer de se rapprocher le plus possible des outils qui gèrent eux-mêmes la donnée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si la donnée est gérée par votre TMS, alors mettez en place des processus automatisés sur votre TMS. Si vous êtes intéressé par l'utilisation ou non de certaines features dans votre outil Analytics, mettez en place des scans sur cet outil Analytics aussi. Et donc pour les TMS, ce qu'on fait chez plusieurs clients, c'est des dashboards automatisés qui permettent de savoir si les tags sont bien conditionnés au consentement ou non, de connaître dans quelle catégorie, dans quelle finalité ils se trouvent, et rapidement d'aller dire à une agence média ou à une autre équipe, voilà, c'est ce tag qu'il faut reparamétrer. Et donc ça a beaucoup de valeur pour très vite réagir. Donc ça, c'est pour la partie automatisation. Mais comme je le disais avant, en termes de process, c'est l'occasion aujourd'hui de revoir qui fait quoi dans tous les processus de collecte de données. Et les outils vous mettent à disposition des notions de user management qui peuvent être très intéressantes pour éviter donc soit de la non-compliance, soit de la mauvaise qualité de données. Le schéma typique qui existe chez beaucoup d'acteurs, c'est donc qu'une personne seule, souvent l'agence média, mais peut-être quelqu'un d'autre, va être en charge de la pose et de la publication des tags. X jours plus tard, on se rend compte que ce tag soit était mal posé dans certains cas, soit il n'était pas correctement conditionné au consentement. Et donc, voilà, entre la pose initiale de ce tag et une collecte compliant et de qualité, il peut se passer plusieurs jours, le temps qu'on s'en rende compte, qu'on fasse le lien. Alors qu'avec un tout petit peu plus de process et en utilisant les rôles des tag management systems comme Google Tag Manager, mais aussi les autres, et donc en répartissant un petit peu plus les rôles entre au moins 2 personnes, on peut arriver à des process qui sont pas beaucoup plus longs et qui permettent d'assurer la qualité et la compliance. Et enfin, sur cette partie équipe, c'est ce que je disais auparavant, il faut vous poser la question de qui est le plus à même de gérer les sujets de compliance en général, qu'il s'agisse donc de la pose de tracking, qu'il s'agisse du setup de la CMP, avec plusieurs axes qu'on voit chez nos clients, entre est-ce que ça doit être fait en local pour mieux tenir compte des spécificités réglementaires, ou est-ce que ça doit plutôt être fait en centrale, peut-être parce que les équipes juridiques locales n'ont pas les ressources nécessaires pour tout gérer. Est-ce que ça doit être fait plutôt côté marketing pour bien coller aux besoins business, ou plutôt côté IT pour mettre plus de process et d'automatisation? Donc voilà le type de questions qu'on peut se poser pour redéfinir une gouvernance autour de la compliance qui permette que celle-ci dure dans le temps. Alors, est-ce qu'on a quelques questions, Emma, ou je passe à la suite? Alors, j'ai répondu à des questions directement dans le chat. Une question sur le ciblage par groupe, mais on va l'évoquer après avec le FLOC. Très bien. Voilà. Pas de questions particulières en tout cas sur cette problématique de gouvernance. Ok, très bien. Du coup, j'enchaîne. Ouais. Donc, pour résumer, là, on vous a dit, en gros, qu'est-ce qu'il faut faire d'ici le 31 mars en termes donc, de mise en place de CMP, de bonnes pratiques du X, comment mettre en place une gouvernance qui va faire en sorte que cette compliance dure dans le temps. Mais après le 31 mars, il faut quand même continuer à utiliser les données que vous allez remonter. Le marketing digital ne s'arrête pas évidemment au 31 mars. Et donc, d'après nous, il y a un besoin de décryptage finalement des grandes tendances, et il y a des premiers chantiers à prendre en compte pour continuer à être pertinent dans votre marketing à partir d'avril. Et donc, pour ça, il faut d'abord rappeler que là, on a parlé pour l'instant que de contraintes liées à la régulation et au consentement. Ces contraintes sont pour l'instant, on va dire, modérées. On est sur des consentements explicites, certes, mais on n'a pas donc ces fameux boutons refusés pour l'instant sur les sites web. Ces contraintes réglementaires vont fortement augmenter à partir d'avril.
Mais attention, il y a également des contraintes techniques. Alors, par technique, j'entends les contraintes imposées par les browsers ou les adblockers qui sont déjà très fortes aujourd'hui dans des données que vous utilisez pour faire vos analyses, pour prendre des décisions marketing. Et ces contraintes, ou plutôt ces perturbations, vont fortement augmenter dans les mois à venir. Donc, en fait, les deux vont se mélanger. Et d'après nous, on aboutit à une hétérogénéité des contraintes en fonction des situations, en fonction de sur quel device vous vous trouvez, quel type de mesure vous essayez de faire, quel type de browser vous avez, dans quel outil est-ce que vous essayez de faire cette mesure, est-ce que c'est Google, Facebook, un autre outil. Donc, une forte hétérogénéité des contraintes, une forte hétérogénéité des solutions proposées par les différents acteurs. Et donc, notre recommandation là-dessus, c'est donc d'essayer de trouver des dénominateurs communs en termes de mesures et de bien repartir de vos besoins de mesure. Parce que peut-être que vous n'êtes pas exposé de la même façon à toutes ces contraintes. Et donc, pour justement comprendre quelles sont les contraintes qui vous impactent le plus et ensuite comprendre les solutions qui sont les plus pertinentes pour vous, je voudrais faire un tout petit point de technique. Ouais. Et donc, vous avez certainement entendu parler depuis plusieurs mois et plusieurs années maintenant de toutes les contraintes qui existent sur les cookies first, sur les cookies tiers, sur l'IDFA. Mais d'après nous, il est important d'essayer de comprendre quel use case est concerné par quel tracker en général. C'est simplifié, mais c'est une bonne synthèse. Et quelle est la contrainte qui pèse sur ce use case. Donc, si je les prends dans l'ordre, sur tout ce qui est analytics et CRO, donc A/B testing et personnalisation, on repose essentiellement sur les cookies first party. Ces cookies first party, aujourd'hui, on subit quelques contraintes, notamment du fait de Safari, mais c'est des contraintes qui sont encore relativement, on va dire, modérées, dans la mesure où il s'agit donc d'une limite de la validité du cookie et donc de la vision de ce user à 7 jours renouvelables. Donc ça, c'est pour les cookies first party en général. Et donc pour l'analytics et l'A/B testing, la personnalisation. Sur le média, la mesure média, alors comme vous le savez certainement, on peut la distinguer entre la mesure post-click et post-view, donc après avoir vu une publicité et cliqué dessus, ou uniquement après avoir vu une publicité. La mesure post-click, sur le web, comment ça fonctionne? C'est un ID de clic qui se retrouve dans une URL lorsque vous cliquez sur cette publicité. Et ensuite, cet ID de clic, la plupart du temps, est passé dans un cookie first party sur votre site web. Et c'est ce cookie first party qui va suivre l'utilisateur jusqu'à ce qu'il convertisse, pour pouvoir dire cette conversion, elle appartient à Google, à Facebook, à un autre acteur. Et en fait, comme il y a cet ID publicitaire qui est dans l'URL, ce cookie first party, il est considéré par Safari comme un cookie publicitaire. Et donc là, la contrainte, ce n'est pas une contrainte à 7 jours, c'est une contrainte à 24 heures non renouvelable. Là, on voit que la contrainte est quand même un peu plus forte, mais toutefois, on arrive quand même encore à traquer des conversions qui se passeraient dans la même journée. Donc là, on va dire votre exposition à ce risque-là est dépendante du cycle d'achat type entre un clic sur une publicité et une conversion. Si on est sur peut-être du e-commerce assez instantané et que la plupart des conversions se font dans les 24 heures, la contrainte peut être assez faible. Si en revanche, je ne sais pas, vous êtes un constructeur automobile, une assurance, et que les utilisateurs reviennent plusieurs semaines, plusieurs jours après une exposition et un clic publicitaire, là en revanche, il va y avoir donc des pertes de données et donc notamment les outils Google essayent de compenser un peu ces données via de la modélisation. Donc globalement, si tu restes toujours sur cette slide, pour l'analytics et donc le CRO et pour le post-click, donc on a des contraintes qui sont modérées. En revanche, pour tout ce qui est donc post-view et ciblage et capping, là l'idée c'est de pouvoir suivre un utilisateur entre plusieurs sites sans qu'il ait cliqué sur quelque lien que ce soit. Et ce type de suivi entre plusieurs sites, ça se fait via des cookies tiers. Et ces cookies tiers, comme vous le savez, sont très fortement impactés. Et donc, alors par Safari, Firefox et Edge, donc on est sur un blocage total. Et pour la partie application, là, en revanche, il faut donc distinguer entre Android, où il n'y a pas de contraintes majeures, et iOS. Et donc, sur la partie iOS, on va dire qu'il y a deux types de suivi. Il y a un type de suivi qui ressemble au cookie tiers, qui consiste à avoir un ID de device qui nous suit sur toutes les applications. Et ça, c'est l'IDFA. C'est le cookie tiers des applications, l'IDFA. Et celui-ci va être très fortement limité par iOS 14 dans les semaines à venir. Et après, il y a les ID de clic
lorsque par exemple on a cliqué sur une publication, sur une publicité sur une application et qu'on va sur un site web. Et là, à nouveau, iOS 14 va imposer des contraintes sur ce type d'ID de clic. Donc voilà pour le petit point technique. Ce qu'il faut retenir, c'est que analyser vos cas d'usage, regardez par rapport à sur quel tracker ils sont basés et regardez donc quelles sont les contraintes sur ces cas-là. Alors, là, je vous ai parlé donc de contraintes actuelles et de perturbations, mais il y a beaucoup de solutions qui émergent évidemment pour faire face à ces perturbations. Donc, vous avez probablement vu de la communication sur Facebook Conversion API, Google Sandbox, Consent Mode, des choses côté Apple. C'est très facile d'être perdu dans toutes ces solutions. Il y en a beaucoup. Et donc, d'après nous, la question qu'il faut se poser, c'est justement de rapprocher ces différentes initiatives à vos besoins marketing, de vous poser la question de savoir quelles sont les solutions vraiment résilientes par rapport à celles qui sont juste temporaires. Et ensuite, sur quelles solutions vous avez des actions à court terme ou sur quelles autres solutions il faut plutôt uniquement faire de la veille. Et donc, pour répondre à cette question, on pourrait résumer un petit peu peut-être plusieurs philosophies en termes de marketing. Si tu vas sur la slide, merci Emma. En fait, d'après nous, on est passé donc d'un marketing de masse historiquement sur le digital, avec des outils peu sophistiqués, peu de préoccupations privacy, mais en même temps un marketing qui était assez peu ciblé de façon individuelle. Au fur et à mesure de la sophistication des outils, du développement des cookies tiers notamment, les marketeurs ont de plus en plus voulu se rapprocher d'un marketing personnalisé ou ultra personnalisé. Mais à l'époque, il y avait encore assez peu de préoccupations privacy. Et donc là, depuis quelques mois, quelques années, on a donc à la fois une sophistication croissante des outils, mais aussi des préoccupations privacy qui sont très fortes. Et donc d'après nous, on se dirige vers un écosystème un peu dual, entre d'un côté un marketing consenti, et de l'autre côté un marketing plus de cohorte. Alors, marketing consenti parce que les utilisateurs vont continuer dans une certaine mesure à donner leur consentement, notamment si on leur explique en quoi ils ont un intérêt à donner leur consentement. Et donc ça veut dire que là on aura de la donnée individuelle, de la donnée riche, mais il faudra sécuriser légalement et techniquement cette donnée. Et aussi, comme on sera donc sur des notions de consentement et donc de user, on va vouloir de plus en plus être dans des logiques d'omnicanalité et de on-off sur ces données consenties. Donc voilà, il restera cette part de consenti. Et pour tous les utilisateurs qui ne donneront pas leur consentement, on ne va pas retomber dans un marketing de masse, mais plus dans un marketing de cohorte, c'est-à-dire faire des groupes d'utilisateurs similaires qu'on pourra mesurer et cibler dans une certaine mesure, et ce, grâce notamment à la sophistication des outils, et donc de façon moins intrusive. Toutefois, ça, c'est des initiatives qui sont développées par des développeurs, plutôt aux États-Unis. Donc, il faudra voir dans quelle mesure les régulateurs européens considèrent ce type de marketing par cohorte, qui n'est pas du marketing individuel, mais pas non plus du marketing de masse. Il faudra voir dans quelle mesure les régulateurs accueillent positivement ou négativement ces initiatives. Alors, pour faire le lien entre ces deux types de marketing et toutes les technologies qu'on citait auparavant, et pour vous aider à vous y retrouver un petit peu, parce que le sujet est technique, sur le marketing consenti, alors, comme on le disait juste avant, il faut pouvoir sécuriser la donnée. Et donc pour nous, il y a une grande tendance qui va devenir de plus en plus forte et qui est prioritaire à court terme, qui est le server-side. Pour sécuriser donc la collecte par rapport à des fuites de données possibles, et aussi pour la sécuriser par rapport aux contraintes imposées par certains browsers. Et donc Google s'est assez récemment lancé sur le sujet. Donc pour nous, ça peut être un sujet prioritaire. Une fois que cette collecte est sécurisée, on va avoir envie de passer sur une vision plus user que cookie. Et pour ça, d'après nous, il y a trois choses intéressantes à aller creuser. D'abord, vous posez avec les équipes en charge de l'expérience client et essayez de développer la donnée first party au sein de vos organisations. Proposez des expériences en online ou offline qui ont un intérêt pour l'utilisateur et qui vous permettent de récolter la donnée first party. Donc ça, c'est le premier point et c'est plus un point de long terme parce qu'on sait que c'est des projets de long terme. Le deuxième point, c'est d'utiliser la donnée people qui est présente chez les walled gardens. Lorsqu'un utilisateur fera un formulaire ou un achat sur votre site web, s'il a bien donné son consentement,
il est possible de réconcilier la donnée personnelle qu'il a donnée à ce moment-là avec la donnée de Google ou de Facebook pour être sur un tracking qui est donc plus précis que le tracking historiquement basé sur les cookies, avec un point d'attention très fort sur le consentement qui est donné à ce moment-là dans le formulaire par exemple. Et enfin, il y a tous les projets de online to offline qui sont pas tout récents, mais qui vont devenir de plus en plus importants parce que justement, ils sont générateurs de données first party qui peut être réconciliée avec de la donnée people des walled gardens. Donc, je suis Charles, j'ai acheté un produit en magasin, j'ai donné mon consentement pour de la mesure. Et donc, le client pourrait donc réconcilier cette donnée offline avec de la donnée d'exposition publicitaire. Donc ça, c'est pour le marketing consenti. Donc, vous voyez que ça devient beaucoup plus individualisé et donc il faut le sécuriser techniquement et légalement. Sur le marketing de cohorte, on voit deux tendances. D'abord, une tendance à utiliser plus d'agrégats de données pour avoir une mesure qui reste pertinente mais qui n'est pas trop individualisée. Que ce soit pour faire de la mesure, et donc là, il y a des choses assez importantes à prendre en compte à court terme qui se passent du côté d'Apple. Apple qui veut limiter le marketing individuel, mais dit à la place qu'il propose du marketing agrégé au niveau des campagnes. Et il y a des choses intéressantes côté Google, autant en mesure qu'en termes de ciblage. Et donc, vous avez peut-être entendu parler dans les semaines précédentes de ce qui s'appelle Flock. Donc voilà, l'idée là, c'est de collecter des données agrégées au niveau du browser pour donc suivre les utilisateurs, mais de façon non individuelle. Et à côté de cette tendance, pour compenser le fait que la donnée consentie concernera une part moindre des utilisateurs, il y a un certain nombre d'initiatives de modélisation qu'on voit apparaître et qui deviennent de plus en plus importantes, soit simplement pour compenser des KPIs qui autrement seraient partiels, soit pour essayer d'être plus prédictif, par exemple dans l'élaboration d'un plan média, avec l'idée de se dire j'ai des données qui sont partielles, j'applique de la modélisation pour les compenser, et également pour essayer de mieux prédire le meilleur mix média qui me permettra d'atteindre mes objectifs. Donc voilà, deux marketing qui seront à combiner avec un certain nombre de ponts entre les deux, comme par exemple la modélisation qui essaiera de compenser ce qu'elle peut observer en consenti. Alors là, j'ai parlé pour l'instant beaucoup d'outils, de nouvelles technologies et de projets qui sont plus ou moins à long terme, mais il faut gérer aussi les urgences court terme. Donc pour ça, notre conviction, si tu peux passer, Emma, s'il te plaît, à la slide suivante, merci, c'est donc de repenser sa stratégie de mesure et ses pratiques médias. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Tout d'abord, il est important de réévaluer les cas d'usage par rapport à leur résilience aux différentes contraintes sur les cookies. On a vu beaucoup de clients courant 2020 ou fin 2020 qui avaient des roadmaps de projets sur 1 an, 2 ans sur certaines technologies. Et donc, on a été obligé de réfléchir avec eux à la résilience de tel projet ou de tel projet, au fait de savoir si en 2021, 2022, la donnée ne serait pas trop partielle pour tel projet, de sorte à ce qu'il deviendrait donc plus pertinent. Par exemple, tous les projets d'attribution, on ne dit pas qu'il faut les arrêter, mais il faut être bien conscient des biais de données qui peuvent exister dedans, et il faut les reprioriser par rapport à d'autres projets qui pourraient être plus résilients à moyen terme. À l'inverse, il peut y avoir des projets dont on a pu évaluer qu'ils étaient très pertinents parce que résilients, et donc là, la recommandation, ça a été d'accélérer sur ces projets. Donc, reprioriser vos cas d'usage. Et ensuite, dans le pilotage média opérationnel, c'est le point 2, il faut à nouveau regarder ce qui est résilient en termes de KPIs et ce qui ne l'est pas. Et parmi ce qui est résilient, il faut essayer d'affiner ces KPIs parce qu'ils vont devenir de plus en plus importants. Par exemple, tous les KPIs de visibilité, de publicité, qui auparavant étaient regardés, mais dont on se disait que de toute façon, la visibilité de mes publicités était déjà prise en compte dans les conversions. Ces KPIs-là, comme ils vont rester résilients, ils vont devenir de plus en plus importants. Et d'après nous, il faut revoir comment vous évaluez vos campagnes de branding, par exemple. Un troisième point, c'est vraiment pour gérer l'urgence à court terme et la transition en termes de mesures, ça va être autour de la création d'indicateurs qui permettent de contextualiser vos KPIs.
Qu'est-ce que j'entends par là? Au 1er avril, si vous publiez donc votre nouvelle CMP avec un consentement qui est fortement restreint, alors oui, vous allez avoir une baisse dans le volume de conversion que vous allez attribuer à chaque canal. Et cette baisse, il faut la mettre au regard du taux de consentement que vous avez, pour essayer d'expliquer et de contextualiser voilà, pourquoi est-ce que des conversions Google ou Facebook baisseraient fortement. Et un prérequis là-dedans, c'est autant que possible d'essayer d'avoir un taux de consentement par canal pour éviter des biais de taux de consentement, par exemple entre du trafic gratuit et du trafic payant. Donc là, c'était 3 points de mesure. Et un dernier point sur le ciblage contextuel. Vous en avez certainement déjà beaucoup entendu parler. Ce qu'on voudrait juste ajouter là-dessus, c'est que lorsque vous allez faire ces tests de ciblage contextuel, pensez bien à les comparer au ciblage cookie pour déjà comprendre leur performance et aussi comprendre quelle dimension dans le ciblage contextuel a vraiment de la valeur et permet le plus possible de vous rapprocher d'une performance similaire à celle du ciblage cookie. Donc voilà 4 points plus d'analyse et de pratique pour gérer la transition. Et donc pour conclure sur cette partie, enfin sur le webinaire et ensuite prendre vos questions. Donc si tu veux la slide suivante, merci. Donc, pour résumer ce qu'on a vu donc en première partie, c'est que la priorité qui impacte tous les use cases, médias, analytics, CRO, c'est d'optimiser le consentement sur web et de le faire également sur application. De mettre en place une gouvernance qui permettra de faire en sorte que la compliance reste pérenne, de comprendre vos cas d'usage actuels et de comprendre les nouvelles mesures mises à disposition, notamment par Google et Facebook, pour savoir quel projet prioriser. Et dans la transition à court terme, de revoir vos indicateurs, de vous créer des nouveaux indicateurs, notamment autour du taux de consentement, pour pouvoir expliquer les variations dans le temps. Donc, voilà les messages qu'on voulait vous faire passer. S'il y avait donc juste 4 messages à retenir aujourd'hui. Et donc, si vous avez des questions, il nous reste un petit peu de temps. Oui, effectivement, il y a plusieurs questions, Charles. Donc, simplement pour la question précédente concernant Flock, aujourd'hui, on suit ce projet de près. Aujourd'hui, il est un peu tôt pour se prononcer, mais on sera ravis de tester les prochaines itérations dans les mois à venir. Et donc, concernant les questions non traitées, donc, Charles, plusieurs questions, notamment sur les pings anonymes GA et Google Ads, qui aujourd'hui ne remontent rien, puisqu'il y a une nécessité de collecter le consentement de l'utilisateur. Est-ce que l'on sait si Google va remonter des choses un peu plus tard? Si c'est le cas, quelles données sont collectées? Tu as bien dit les pings. Les pings, les pings, ouais. Les pings, ouais. C'est ce que j'ai dit. Ouais. Donc, il s'agit donc des pings de données. En effet, donc ces hits ces envois de données vers les outils Google qui peuvent être paramétrés de sorte à ne pas utiliser de traceurs. En effet, aujourd'hui, ils ne donnent pas lieu à des corrections de KPIs dans les interfaces. Toutefois, ça va arriver assez vite pour Google Ads. Et donc, voilà, pour rappeler le principe, l'idée, c'est d'ajuster les KPIs donc observés dans les outils Google, donc Google Ads, Search Ads, DV, Google Analytics 4, de les ajuster par rapport au taux de consentement en regardant les données consenties, en regardant ces données sans traceur qui sont envoyables et en appliquant de la modélisation pour essayer donc de tout ajuster. Donc, on a des informations assez précises sur la partie technique de la mise en place de ce type de collecte. Donc, d'après nous, c'est quelque chose qu'il faut regarder parce que ça permettrait donc de compenser voilà, les 20, 30, 50% que vous pourriez perdre en termes d'audience du fait du consentement. Sur l'output que ça donnera dans les outils, là, pour le coup, on a un petit peu moins d'informations. D'après nous, il faudra donc bien tester ces outputs pour en voir la pertinence et les limites. Et donc, il faudra mettre en place un certain nombre de protocoles de comparaison par rapport à d'autres données pour essayer de comprendre ce que ça peut permettre d'ajuster ou ce que ça ne peut pas permettre d'ajuster. Super. D'autres questions, notamment sur
les questions du moment, l'exemption de consentement et Google Analytics. Est-ce que Google Analytics est exempté de consentement? On sait qu'il y a des échanges aujourd'hui entre Google Analytics, entre Google directement et la CNIL. Google a d'ailleurs récemment publié un document avec l'ensemble des informations au travers desquelles elle explique qu'elle peut être éligible à l'exemption de consentement. Donc, c'est un sujet en cours, toujours. Peut-être tu veux ajouter quelque chose, peut-être Charles? Non, en effet, je pense qu'il faut lire ce white paper de Google qui donne des informations vraiment intéressantes. Et donc ensuite, voilà, faire statuer par votre département légal. Ensuite, alors on a plein de questions qui arrivent. Juste, je fais le tri. Oui, une question notamment sur la mise en place de dashboard pour monitorer la compliance des tags dans le TMS. Thomas demande comment on peut mettre en place ce type de solution avec GTM notamment. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités déjà existantes dans l'outil? Alors, on l'a mis en place de l'autre côté via l'API GTM. Donc, via l'API GTM et ensuite un certain nombre de règles pour classer les tags, pour lire les triggers, les classer également aussi et faire remonter des alertes, par exemple daily lorsqu'un tag n'est pas compliant ou par exemple bloquer automatiquement tous les tags qui ne seraient pas compliant. Très bien. Je lis en même temps les questions, c'est pour ça. Ouais. Si tu... Alors, hop, ok. Dans la partie médias, sur les problématiques médias, on évoque notamment le fait de contextualiser les performances médias via la collecte du taux de consentement. Ici, est-ce qu'on parle de modélisation ou est-ce qu'on a des solutions concrètes? Ouais. Donc en fait, en effet, hein, donc, comme je disais juste avant sur le consent mode de Google, ce serait intéressant d'avoir de la modélisation pour tout simplement redresser les KPIs. Mais d'ici là et en parallèle aussi pour bien comprendre et être capable de lire les KPIs, il nous semble intéressant d'avoir une idée du taux de consentement par canal. Alors, bien sûr, c'est imparfait parce que, par exemple, les utilisateurs qui consentent et ceux qui ne consentent pas peuvent avoir des comportements différents. Mais ça permet de faire un peu de pédagogie lorsqu'il va falloir expliquer les KPIs. Donc, on est plus sur une solution autour d'index, un certain nombre d'index pour expliquer la donnée, expliquer les variations, que sur la production d'un KPI, ce qui serait une vérité unique en utilisant ces taux de consentement. Super. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'ai l'impression qu'on a balayé les principales interrogations. Ah oui. Pourriez-vous, s'il vous plaît, partager le lien du white paper de Google? Ça, c'est quelque chose qui se trouve directement sur Internet. C'est ça, Charles? Oui. Ouais. Ok. Une question de Pierre-Marie concernant les ping cookieless. Quelle est l'interprétation de la CNIL sur ce sujet-là? Est-ce qu'on considère que ces ping cookieless sont à considérer comme des traceurs? Et juste sur le white paper Google, le chat, le lien. Oui, en effet, merci pour cette question. Donc je pense qu'il faut lire la documentation de Google pour se faire un avis sur cette question. Charles, on ne t'entend plus. Ah, est-ce que vous m'entendez? Ah, je crois qu'il y a un petit problème de son. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Ah, d'autres personnes disent que c'est OK. Donc, je pense que c'est toi, Emma. Désolé. Donc, Emma, on ne t'entend plus, peut-être. Pour répondre à cette question, il faut lire donc la doc de Google sur tous les cas possibles, parce qu'en effet, il y a beaucoup de cas où il y a des traceurs. Donc, il y a des cas qui semblent en effet ne pas utiliser de traceurs.
Et tout dépend de la définition de la CNIL et de votre département juridique d'un traceur. Donc, voilà, lisez la doc de Google. Essayez d'expliquer en fait aussi à votre département juridique ce que fait Consent Mode, ce qu'il collecte ou ne collecte pas, pour comparer ça ensuite aux interprétations que pourrait avoir la CNIL et vous rassurer sur le déploiement de cet outil. Et du coup, je pense que Emma ne m'entend pas, donc je vais peut-être continuer sur les questions. Il me reste encore 10 minutes. KPI de visibilité. Donc, pourriez-vous, s'il vous plaît, revenir sur la résilience des KPI de visibilité évoqués par Charles? En effet, pourquoi est-ce que je dis qu'un KPI de visibilité était résilient? Lorsqu'une publicité est affichée, le fait qu'elle soit affichée ou d'ailleurs même le fait qu'on clique dessus, ça ne nécessite pas forcément de suivre un utilisateur sur plusieurs pages, sur plusieurs sites. Et donc, du coup, ça peut se faire sans cookies. Et donc, de ce fait, c'est une vision limitée, parce que c'est limité juste à cette publicité a été vue ou a été cliquée, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant et à regarder davantage. Donc, je regarde les autres questions. Est-ce que vous avez des retours Oui, des tests? j'ai eu un petit problème technique. C'est bon? Ok. Oui, c'est bon. Bonjour, c'est là, super. C'est un changement de... alors, je regarde les autres questions. Je ne sais pas si tu en avais vu, toi, Emma, qui n'en avait pas répondu. Hop. Alors, il y a une question sur l'IDFA pour iOS. Enfin, donc je vais vous la lire en entier. Avez-vous des recommandations bonnes pratiques design pour l'IDFA iOS? Alors, ce qu'il faut savoir là-dessus, donc on parle de la pop-in Apple qu'il va falloir mettre en place sur vos applications si vous souhaitez utiliser l'IDFA, si vous en avez besoin. Il faut savoir qu'il y a quand même une partie du design de cette pop-in qui est figée, hein, et il y a une partie qui est libre. Et donc, autour de cette pop-in, l'idée c'est quand même d'expliquer clairement pourquoi est-ce que vous avez besoin de l'IDFA. Et après, Emma, je crois que tu avais peut-être une recommandation en termes de séquencement entre la pop-in IDFA et la pop-in CMP. Du coup, l'idée, c'est de se dire que c'est un cas un peu particulier, la France, parce que donc, les utilisateurs vont avoir donc deux pop-ins à afficher, la pop-in de la CMP et la pop-in relative à l'IDFA. Ça peut être assez pénible d'un point de vue UX. Donc du coup, il faut voir comment essayer de jouer sur les deux. Donc, par exemple, il y a plusieurs designs possibles, mais par exemple, essayer donc de mettre la pop-in CMP avant la pop-in IDFA. Déjà parce que vous aurez plus de flexibilité sur le design de la pop-in CMP. Vous pourrez expliquer clairement pourquoi est-ce que vous voulez faire du tracking. Et aussi parce que si l'utilisateur dit non à la pop-in CMP, dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de lui demander en plus s'il souhaite l'IDFA. Voilà. Une autre question sur la résilience des KPI de visibilité en médias, Charles. Oui, peut-être que vous l'avez déjà traité quand j'ai eu un problème de son. Très bien. Super. Ouais, c'est ça. C'est la seule que j'ai faite pour l'instant. Ok. Et il me semble. Est-ce qu'on a des retours AB test sur un changement de fréquence de l'apparition de la bannière? Là-dessus, est-ce qu'on a des éléments? Je pense qu'on entend par là le fait de repousser la bannière à des utilisateurs qui auraient d'abord dit non. Donc là-dessus, on n'a pas encore de retour. Déjà, voilà, parce qu'il y a peu de clients qui sont déjà passés sur la symétrie ou la quasi-symétrie. Mais le principe qui est évoqué par la CNIL est quand même un bon principe. C'est qu'il faut éviter d'avoir une fréquence qui serait forte au point de harceler l'utilisateur. Si la fréquence était trop faible, ce serait d'ailleurs perçu comme non légal par la CNIL. Super. Je suis en train de faire une repasse sur les questions. Il me semble que on a évoqué la question sur la jurisprudence.
Jurisprudence. Non, je vais retrouver la question. Est-ce qu'il y a des jurisprudences concernant les cookies? Alors, de façon générale, oui, hein. Il y a déjà eu des amendes posées sur une mauvaise gestion du consentement. Après, vous pouvez voir par exemple les amendes notamment données à Google. Il y avait aussi l'amende donnée donc, à un autre grand distributeur français, qui portait en partie sur les cookies, mais surtout sur du sharing de données clients. Après, sur tout ce qui est donc exemption, symétrie ou non symétrie, là, non, malheureusement, il n'y a pas de, à ma connaissance, pas de jurisprudence à date. Et donc, il va falloir donc être prudent donc, dans l'interprétation des textes. Voilà. Ok. Et peut-être une dernière question pour finir terminer ce webinaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on estime qu'il y a des outils d'analytics qui résisteront mieux aux différentes évolutions réglementaires et les différentes évolutions en fait aujourd'hui du marché? GA4, AT, Adobe. C'est vrai que je pense que la CNIL a, comment dire, en citant nommément AT Internet, Matomo, a peut-être semé un peu de trouble, de confusion, dans la mesure où on a pu penser que par défaut, certains outils étaient exemptés de consentement. Il faut rappeler que un outil en soi ne peut pas être toujours exempté de consentement, c'est bien l'implémentation de cet outil qui prime. Donc voilà, donc, globalement, faites bien attention à vous utilisez les outils, comment vous les implémentez, plutôt que simplement à se poser la question de savoir si l'outil est on va dire, cité ou non par la CNIL. Après, il y a quand même une question qui est importante sur la localisation des données. Donc, ça, c'est une discussion à avoir avec votre département juridique sur les réassurances contractuelles qui sont données aujourd'hui pour les données qui sont hébergées hors UE. Mais en effet, des outils d'analytics qui pourraient avoir leurs données en Europe, c'est quelque chose qui peut rassurer votre département légal. Très bien. Je pense qu'on a balayé l'ensemble des éléments. Donc, le webinaire arrive à sa fin. On va vous communiquer à l'issue du webinaire un formulaire pour que vous puissiez nous donner votre avis. Et surtout, si vous souhaitez récupérer en fait le document qu'on vous a partagé aujourd'hui, on pourra vous le communiquer au travers de ce formulaire-là. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir été présents pour ce webinaire. Et n'hésitez pas à contacter 55 si vous souhaitez avoir plus d'éléments sur des sujets qu'on aurait abordés aujourd'hui. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.